Philippe Lorange, bonjour. Bonjour. Philippe, plus de 142 000 personnes attendent leur résidence permanente au Québec. Oui, bien, c'est une information que nous laissait Oh, Sarah Philippe, R. moi je ne Champagne t'entends dans plus. Le Devoir. Je ne sais pas si... Donc, la Ah, fameuse... voilà. Le son est revenu. Excuse-moi, Bon. Philippe, parce que je jouais avec des fils en dessous du bureau. OK. Le son, c'est le fil jaune, hein? C'est ça? Juste pour être sûr. Parfait, on me dit que oui. C'est beau, c'est réglé. Très Je touche plus à possible. rien. Je Oui, mais touche c'est plus à ça. rien. Donc, l'information vient de Sarah R. Champagne dans Le Devoir, qui est donc la fameuse journaliste qui parle beaucoup d'immigration, qui a déjà reçu un prix sur le sujet. Personnellement, je trouve qu'elle a un journalisme souvent assez militant sur le sujet. Je vais t'expliquer pourquoi. Notamment sur le dossier. Par exemple, elle nous dit, bon, il y a 5 000 personnes et plus qui attendent leur résidence permanente. Et la manière dont l'article est tourné, c'est assez éditorialiste. C'est-à-dire que c'est pas juste un article qui explique de manière objective que, bon, il y a des gens qui attendent. Là. Non, c'est présenté de façon comme si c'était un scandale absolu, ce qui se passe. Parce que on nous dit que finalement, la raison pourquoi les dossiers attendent, c'est pas parce qu'il manquerait de fonctionnaires, qu'il manquerait de ressources pour traiter les dossiers, mais tout simplement parce que Québec fait exprès de ne pas accepter plus de gens que ça chaque année, pour la résidence permanente. On dit qu'il y en a beaucoup parmi eux qui sont donc dans la réunification familiale ou qui sont considérés comme des réfugiés comme tels. Et donc, c'est ça, on nous dit qu'on Québec fait exprès de geler le traitement des dossiers, que, bon, le fédéral aimerait en accueillir davantage, ça m'étonne pas tant que ça, mais que le gouvernement du Québec fait donc exprès pour geler la chose. On dit également que le ministre de l'immigration qui gère, qui décide des seuils en ce moment, donc envisagerait de diminuer davantage les seuils d'immigration permanente. En ce moment, au Québec, on est à plus de 50 000, parfois on est à 60 000 par année, ce qui est quand même assez énorme quand on y pense, parce que traditionnellement au Québec, on était plus dans le 25 000, 35 000 dans les dernières... Avant Jean Charest, c'était ça la tradition au Québec, souvent, c'était entre 25 et 35 000. Et c'est depuis Jean Charest qu'il y a eu le fameux seuil de 50 000 permanents par année qui est arrivé, qui a été considéré par plusieurs experts, je rappellerai par ailleurs, comme un chiffre très difficile pour le Québec en termes de capacité d'intégration. C'est un chiffre qui s'impose depuis maintenant 20 ans et qui est assez difficile à soutenir pour le Québec pour différentes raisons, que ce soit pour l'intégration linguistique, mais aussi pour d'autres raisons. Et on se rappelle que la CAQ en 2018, moi je rappellerai quand même que la CAQ s'était fait élire en 2018 en disant on va en prendre moins, mais en prendre soin. Ce qu'elle avait fait sur une base très temporaire, donc elle avait baissé d'assez peu. On était passé de 50 000 à 40 000, c'est pas une baisse très substantielle. Puis donc donc c'était pas très fort, puis ça l'avait remonté assez rapidement dans les années qui avaient suivi. D'autant plus que la CAQ a dit qu'il faut faire du rattrapage par rapport à la pandémie, où on avait accueilli énormément moins pendant la pandémie. De telle sorte que là, la CAQ s'est rendu le parti en fait qui a accueilli le plus de gens dans toute l'histoire du Québec. Là. C'est-à-dire c'est un parti qui est rendu à 50, qui a rendu à plus de 60 000 permanents par année. Donc finalement, la CAQ s'était fait élire sur une promesse de baisse. On peut être d'accord ou non avec ça, mais c'était quand même ça la promesse, c'est une raison pourquoi ils ont été élus. Puis finalement, ils ont tout remonté. Puis là, ça a l'air que pour Sarah R. Champagne, c'est pas suffisant. C'est scandaleux de se dire que, bon, on n'en accueille pas plus que ça. Mais à un moment donné, c'est parce que, encore une fois, on l'a vu dans les médias, dans différents journaux, on en a parlé souvent ici. À un moment donné, ce n'est plus tenable d'accueillir encore davantage sous des seuils qui sont déraisonnables, parce que quand on se compare, par exemple, à des pays un peu comparables comme la France, les États-Unis, proportionnellement, les Québécois accueillent vraiment beaucoup plus que des pays qui sont similaires à lui-même. Donc, en termes de proportion, ça ne tient plus ce qu'on reçoit, là. Moi, Philippe, là, cette espèce de discours-là qui montre du doigt les Québécois de vouloir juste un petit peu mieux encadrer l'immigration, puis de dire, regardez, on va en accueillir, mais on a une certaine capacité d'accueil, puis on doit la respecter, sinon ça met une trop grande pression sur les institutions et sur la société même. Moi, là, les montreux de doigts dans ce dossier-là, je suis plus capable. Sincèrement, là, souviens-toi ce que ça a donné, là, hein, sous M. Trudeau, sur son bon ami Marc Miller. Hein? Venez-vous-en, il n'y a pas de problème. Hey, le Canada,
un pays là, où on vous accueille à bras ouverts. Ça a donné le chemin Roxham, puis ça a donné une pression extrêmement dure sur les services sociaux. Et est-ce que réellement les nouveaux arrivants étaient mieux accueillis? Promenez-vous notamment dans certaines autres grandes villes canadiennes où je trouve que le Québec a quand même bien tiré son épingle du jeu pour tenter d'accueillir ces nouveaux arrivants-là de manière digne. Dans certaines grandes villes canadiennes, Philippe, malheureusement, ces gens-là se retrouvaient à la rue. Est-ce que c'est réellement mieux, ça? Ben exactement, tu poses très bien les questions parce que, en fait, ce qui est absurde avec le Devoir, c'est que ici, Sarah Air Champagne, l'une des raisons de pourquoi je dis c'est très une militante, c'est qu'elle avait déjà dit, il y a peu de temps de ça, que finalement, la capacité d'intégration, ce n'est rien d'autre qu'un concept. Et c'est un concept qui aurait été inventé, donc, par des gens qui seraient xénophobes, anti-immigration. Mais ce qui est fou, c'est qu'à un moment donné, une capacité d'intégration, c'est mesurable objectivement. À un moment donné, si, comme tu dis, les gens ne peuvent plus se loger, ça, c'est un critère assez objectif de la capacité d'intégration, de un. Puis trouver un emploi, ça fait partie de la capacité d'intégration. Donc, c'est absolument mesurable de façon objective, mais Sarah Air Champagne considère que c'est juste un concept, dans le fond, qui a été inventé par des gens d'extrême droite, la notion de capacité d'intégration. Mais non, c'est juste une réalité sur les gens concrètement qui doivent vivre avec qui sont dans les services sociaux, qui travaillent dans les services sociaux, qui sont dans les logements, eux, ils voient très bien qu'à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Le système d'éducation, Philippe, ajoute à tout ça les classes de francisation. Moi, je ne tolérerai plus qu'on accuse les Québécois de tous les maux du monde. Souviens-toi, à une certaine époque, là, hein? Là, on trouvait les Québécois intolérants, ce qui est totalement faux. Moindrement que tu as voyagé un petit peu là, à travers le monde, là, les Québécois, ce sont des gens très accueillants. Deuxième affaire. Après ça, là, as-tu remarqué à quel point, lorsque d'autres provinces, un peu partout au Québec, ont commencé à faire davantage leur part, là, on dit, oh, ben ouais, finalement, il y a peut-être un enjeu là, d'immigration, tu sais. Puis là, on les entendait moins un peu, ces critiques-là. C'est drôle, hein? Quel hasard. Ben oui, c'est ça. Ben en fait, c'est parce que ceux qui gèrent l'immigration temporaire et la fameuse crise Roxham, donc à la frontière, en fait, c'est le fédéral qui décide. Et donc, pendant des années, le Québec n'arrêtait pas de répéter qu'il y a un problème, que c'est, ben là, juste gérer ça en soi, c'est une facture assez importante, là. Cette année, je pense que ça avait coûté plus d'1 milliard pour le Québec, juste cette année. Et donc, pendant des années, le Québec n'arrêtait pas de dire qu'il y a un problème, pendant que Trudeau disait que le Canada, c'est le pays où c'est comme le grand bateau, c'est l'Arche de Noé, où tous les peuples du monde peuvent se rassembler. Puis finalement, ben, comme tu viens de le remarquer, quand les provinces canadiennes anglaises ont commencé à se plaindre, comme l'Ontario, ben, tout à coup, c'est devenu un vrai problème. Puis là, tout à coup, là, on a trouvé une solution. Parce que pendant des années, on disait, si on ferme la frontière, ça sert à rien parce qu'ils vont entrer d'une autre façon. Puis aussitôt que l'Ontario commençait à se plaindre, ben là, tout à coup, on s'est dit, on va fermer la frontière, puis ça sert à quelque chose. Donc, il y a vraiment une hypocrisie. On dirait que quand le Québec se plaint, ben, c'est pas sérieux, puis c'est juste une bande de xénophobes. Puis finalement, ben, quand c'est les anglophones qui se plaignent, ben là, tout à coup, c'est un vrai problème. Et comme tu as dit, parce que là, ça ne tient plus parce que, justement, il y a une pression, comme tu dis, en francisation, sur les écoles, sur les services sociaux, services de santé. Puis à un moment donné, c'est parce que comme c'était pas complètement niaiseux, là, le slogan en prendre moins puis en prendre soin. Pas du tout. C'est juste vrai. À un moment donné, si t'as juste plus de place, ça sert pas les intérêts de ceux qui arrivent ici non plus. Dire Trudeau, là, je pense qu'il est mieux dans l'allée des spatules chez Canadian Tire à faire des selfies. C'est moins dangereux pour la société. Bon, pendant ce temps-là, des manifestations contre les politiques migratoires au Royaume-Uni. Oui, mais je me suis dit c'est un petit peu dans le même sujet. Et donc, le Royaume-Uni, un peu des enjeux similaires au Québec et au reste de l'Occitan. Donc, ce qui se passe, en fait, je sais pas si t'es déjà allé à Londres il y a pas si longtemps, mais bon, les témoignages que j'entends souvent, c'est que ça s'est transformé démographiquement de façon assez importante. Parce que, par exemple, la ville de Londres comme telle, pour donner ce seul exemple, a reçu beaucoup d'immigration indo-pakistanaise. Comme on sait, le Royaume-Uni a colonisé l'Inde. Donc, il y a beaucoup d'Indiens ou de la région indo-pakistanaise en général qui vont faire leur vie à Londres ou au Royaume-Uni en général. Puis, ben, comme on pouvait s'y attendre, il y a des problèmes de cohabitation. Parce que ça reste des cultures qui sont quand même très différentes. Et donc, il y a beaucoup d'anglais, donc des anglais qu'on peut dire, je veux dire, des autochtones, là, des locaux, comme on peut dire, là. Donc, il y a un problème avec cette nouvelle cohabitation. Et donc là, je lisais ça dans le Figaro hier, c'était un entretien avec la journaliste Anne-Elisabeth Mouret du Daily Telegraph, donc qui est au Royaume-Uni. Et donc, elle nous dit que il y a eu un accord sur l'immigration qui a été signé entre la France et le Royaume-Uni
en termes d'immigration parce que la grande majorité de l'immigration illégale qui passe au Royaume-Uni passe d'abord par la France. Donc, ça passe d'abord par là. C'est pas comme la France, par exemple, ça passe par la Méditerranée, ou l'Italie, c'est la même chose. Dans le cas du Royaume-Uni, ça passe d'abord par la France. Et donc là, ce qui se passe aussi, c'est que le Royaume-Uni, depuis quelques années aussi, a fait différents accords aussi avec la France sur le même sujet et a accordé 900 millions d'euros à la France pour tenter de régler le problème, pour que la France gère mieux la frontière, pour qu'elle stoppe davantage l'immigration. Et finalement, il y a le sentiment que ce 900 millions d'euros n'a pas servi à grand-chose, que la France n'a pas réussi à stopper cette immigration vers le Royaume-Uni. Aussi, selon la journaliste comme telle, ce qui se passe, c'est que, par exemple, le Brexit, qui date d'il y a déjà 9 ans, en fait, le Brexit, l'une des raisons principales de ce vote-là, c'était un vote contre les politiques migratoires de l'Union européenne, donc qui était jugé comme trop permissive, qui laisse entrer trop de gens, un volume trop important de personnes. Et donc, finalement, même si le Brexit a eu lieu, suite à plusieurs années de négociations, ben finalement, le sentiment commun, c'est que les élites politiques et économiques du Royaume-Uni ont quand même accueilli beaucoup de gens au pays. Donc, même si la raison fondamentale du vote du Brexit, c'était d'en accueillir moins, ben les élites du Royaume-Uni, même s'ils ont fait le Brexit comme tel, ils n'ont pas baissé substantiellement l'immigration. Donc, ça suscite une colère populaire, ça a suscité des manifestations un peu partout au pays. Puis même, juste à côté, en Irlande, il y a des manifestations importantes, puis il y a souvent des émeutes. Et là aussi, ce qui se passe, c'est que, bon, la situation est telle que c'est pas juste nécessairement des manifestations, mais comme je viens de dire, en Irlande, il y a des émeutes, mais même au Royaume-Uni, il y a des influenceurs ou des gens sur les réseaux sociaux qui ont parfois des propos assez violents. Je te donne un exemple qui est cité dans l'article. On dit, c'est par exemple le cas de Lucy Connolly, mère d'une fille de 10 ans, condamnée à 31 mois de prison. Son tweet, dans lequel elle indiquait qu'elle ne serait pas dérangée si tous les hôtels abritant des requérants d'asile étaient incendiés, était naturellement passible de poursuite. Mais la condamner à plus de prison que des gens violents a énormément choqué. Donc là, ce qui se passe, c'est que souvent au Royaume-Uni, ce dont on accuse la police et la justice, c'est d'être extrêmement rigoureux, extrêmement répressive à l'endroit justement des personnes qui ont des propos, bon, comme on vient de le voir, qui sont assez violents à l'endroit des migrants, qui sont inacceptables, évidemment. Non, faut condamner ça. Est-ce qu'on peut, peut parler d'immigration de manière intelligente, respectueuse, sans tomber dans l'intolérance? Moi, je vais être le premier à dénoncer des propos complètement racistes comme ça. Là. Mais non, c'est ça, exactement. Évidemment que cette madame-là, donc, même si elle est mère d'une fille de 10 ans, c'est normal que même si tu dis une chose pareille, je comprends que ça se passe en justice puis qu'il y a quand même une conséquence à ce genre de propos. Après, c'est que justement, là, il y a un sentiment d'injustice quand les gens se disent, des gens qui sont concrètement des agresseurs au couteau, ou même des violeurs. Ces gens-là peuvent s'en sortir avec moins que ça. Et donc, là quand il y a ce genre de comparaison qui se fait, là, on se dit finalement, il y a un double standard, parce que là, bon, l'anglaise locale, qui a un propos, bon, haineux, elle se retrouve en prison pour presque 3 ans. Alors que, par exemple, parfois, il peut arriver que, ça peut arriver que, malheureusement, il y a un migrant qui est accusé d'agression, puis il va faire moins de prison que ça, qui vont s'en sortir facilement. Donc, c'est un sentiment de justice qui est très mauvais pour la cohésion sociale, là, puis c'est vraiment ça, c'est une poudrière, là. Quand la justice fait un double standard de ce genre-là, ou du moins qu'il y a un sentiment de double standard, mais là, tu t'arranges pour avoir une immense colère populaire qui se met en place, là. Ouais, non, ça c'est clair. Hey, merci beaucoup, Philippe. Merci.